Merci, bienvenue tout le monde pour cette nouvelle conférence que va nous donner Philippe Zarka. Donc Philippe Zarka, bonsoir. Bonsoir. Tu m'as dit que c'était la première fois que tu venais nous parler ici à l'IAP. Première conférence publique. C'est une erreur terrible, on aurait dû t'inviter depuis beaucoup plus longtemps, mais bon, c'est quand même... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je sois plus près, comme ça? Ah, ça y est, j'ai perdu l'habitude. On m'a dit, ça y est, on ne vous voit plus, mais vous voyez, on en paye les conséquences, enfin, en ce qui me concerne. Bien. Alors, je vais être très bref, parce que je sais que Philippe a beaucoup de choses extrêmement intéressantes à nous raconter. Il est directeur de recherche au CNRS, il travaille au LESIA, comme c'est indiqué ici, qui est à l'Observatoire de Paris. Son champ de recherche est la radioastronomie basse fréquence. En basse fréquence, ça veut dire grande longueur d'onde, entre 21 cm et quelques mètres. À peu près. Ouais. Peut-être pas trop 21 cm, ou peut-être plus bas, j'en sais rien, tu préciseras. Je te laisse préciser. Et évidemment, cette technique, parce que c'est une technique, est appliquée en astronomie essentiellement à la physique planétaire et planètes extrasolaires. Il est tout naturellement impliqué, évidemment il travaille au sol et dans l'espace, peut-être sur la Lune, d'après ce que j'ai compris. Pas encore. C'est en projet, pas encore. Bon. En tout cas, pour ces raisons, il est impliqué dans de nombreuses missions spatiales. J'ai vu la liste, j'étais impressionné. Voyager, Ulysse, Cassini, Stéréo, Bepi-Colombo, etc. Évidemment, aux instruments au sol également, en particulier à Nancy, en particulier autour de l'OFAR, cette nouvelle technique et nouvelle instrumentation qui fait parler d'elle en ce moment. Et il est également directeur... Ah non, ça je le dirai à la fin. Il est auteur et co-auteur de très nombreuses publications. Et également, bien, ne néglige pas les aspects liés à la diffusion des connaissances. Et une des raisons pour lesquelles nous nous connaissons, entre autres, c'est parce que nous avons travaillé ensemble sur le problème de l'astrologie, qui nous concerne, même si on aimerait bien ne pas avoir à en discuter. Et nous avons publié 2 ouvrages. Le premier ensemble, c'était l'astrologie, tout simplement, un que sais-je, et que nous avons réactualisé il y a 2 ans ou 3 ans 2 ans, oui. 2 ans, sous un nouveau titre, L'astrologie est-elle une imposture, et qui est publié aux éditions du CNRS. Voilà, mais ça, ce sont les aspects à côté. Mais l'essentiel de l'activité de Philippe Zarka, à part le jazz et la musique, qu'il pratique très très bien, et j'ai eu la chance d'assister à un de ses concerts, eh bien, c'est qu'il est directeur adjoint de l'Observatoire radioastronomique de Nancy. Et malgré tout cela, malgré tous ces travaux et ce travail qui doit prendre un emploi du temps très très chargé, eh bien, il trouve le moyen de venir nous parler ce soir. Et il va nous parler d'une mission pour laquelle il est largement impliqué, qui est la mission Juno, dont il va nous donner la primeur, les premiers résultats, peut-être pas la primeur, mais en tout cas les premiers résultats ce soir. Merci. Merci Daniel. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Oui. Ça va, ok, super. Donc bonsoir à tous et merci pour l'invitation à l'IAP. Donc effectivement, comme le disait Daniel, j'ai un pied au sol, un pied dans l'espace, ça fait un grand écart. Et en particulier dans l'espace, actuellement, je suis ce qu'on appelle co-investigateur de la mission Juno, donc l'un des chercheurs associés à la mission, et à ce titre, qui a accès aux données. Alors la mission Juno, c'est une mission de type New Horizons de la NASA. C'est un concept de mission dans lequel tous les co-investigateurs, tous les chercheurs associés ont accès à toutes les données. Mais évidemment, on a chacun nos spécialités. Moi, mes spécialités, c'est plutôt les ondes radio, les ondes de plasma, les champs magnétiques, les particules chargées. Je vais néanmoins vous parler de tout, vous donner un petit panorama de tout ce qu'a observé Juno. Évidemment, je ne suis pas spécialiste de tout ce que je vais présenter. Donc je ne saurais peut-être pas répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc d'abord, une fois on m'a posé la question sans préparation à la méthode scientifique sur France Culture, on m'a dit « Vous qui êtes spécialiste de Jupiter », et pan, il y a une question qui arrivait derrière. Et alors là, ce n'était pas mon domaine, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire, spécialiste de Jupiter. Jupiter, c'est une planète monde. Il y a des gens qui étudient l'atmosphère, l'intérieur, le champ magnétique, les particules chargées. Donc c'est extrêmement varié, c'est un petit univers en soi. Et donc, comme vous allez le voir, c'est très vaste. Alors d'abord, Jupiter, bon,
les distances ne sont pas à l'échelle, mais les tailles des planètes, oui, et du Soleil. Donc Jupiter, c'est la 5e planète en partant du Soleil, et c'est la plus grosse planète du système solaire. Et c'est une planète, c'est la planète des superlatifs, plus de 300 fois la masse de la Terre, 11 fois le rayon de la Terre. C'est le 3e objet le plus brillant la nuit, c'est l'objet jaunâtre, qui n'est ni Vénus ni la Lune. Il est à 5 fois la distance du Soleil, la distance de la Terre-Soleil, en fait, donc à 800 millions de kilomètres du Soleil. Son année dure 12 ans, mais son jour, par contre, ne dure que 10 heures. Donc Jupiter tourne très vite sur elle-même. Et alors, il a 4 grosses lunes, les satellites galiléens, observés par Galilée, donc au XVIIe siècle, qui sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et puis, il y a une ribambelle, alors je ne me rappelle plus le chiffre, j'y ai pensé dans le RER, donc j'ai mis à peu près 70, mais vous vérifierez sur Wikipédia, à peu près 70 petites lunes. Et c'est une très grosse planète qui s'est formée très tôt et qui a probablement eu un rôle important dans la formation du système solaire. Et ça, c'est une photo par Voyageur 1 en 79. Ouais. Alors, d'abord, une diapositive seulement historique. En 1610, Galilée a fait ces petits dessins où on voit Jupiter et puis des petits points autour, et puis ces petits points bougent. Et vous comprenez tout de suite, donc ce sont des dates. En janvier 1610, il a utilisé une lunette qu'il a eu le premier l'idée de tourner vers le ciel, qu'il n'a pas inventé, mais qu'il a tourné vers le ciel, et il a découvert en fait les satellites qu'on a appelés les satellites galiléens de Jupiter, donc les plus gros satellites que l'on peut observer très facilement avec un petit instrument, et qui sont des points brillants qui vont bouger assez vite, puisqu'ils orbitent autour de Jupiter en quelques dizaines d'heures, jusqu'à quelques jours chacun. Donc on peut, sur 1 ou 2 semaines, avoir un mouvement très visible de ces satellites. Alors ça, c'était un résultat fondamental, parce que ça démontrait que la Terre n'était pas au centre de toutes les révolutions, comme on pouvait le penser à l'époque, et comme c'était très débattu à l'époque. Il y avait des objets qui tournaient autour de Jupiter. Voilà. Alors, je fais un grand saut de plus de 3 siècles ensuite, et je passe dans des années 70 à maintenant. Ça a été l'exploration spatiale de Jupiter. Jupiter a été une cible très explorée, parce que, justement, très grosse planète, beaucoup de satellites, très dynamiques, et donc ça a commencé avec les sondes Pioneer, au début des années 70. Alors, sur la ligne du bas, les points jaunes vous indiquent les sondes spatiales qui ont fait des survols, en anglais des flyby de la planète, donc qui ne sont restés à proximité de la planète que quelques heures à quelques jours, juste le temps de passer. Et puis au-dessus, vous avez les sondes spatiales qui ont effectué des missions orbitales autour de Jupiter, donc qui sont restées longtemps, des mois, des années autour de Jupiter. Et jusqu'à maintenant, il n'y en a que 2. Galileo était la première dans les années 90-2000, entre 1995 et 2002, et Juno, depuis mi-2016, maintenant est en orbite autour de Jupiter. Alors vous allez voir que ces 2 orbites sont extrêmement différentes, et Galileo, ça a été à la fois une très belle mission, et puis à la fois un crève-cœur terrible, parce que Galileo est la première mission qui avait emporté une antenne, l'antenne radio qui permet de communiquer avec la Terre. D'habitude, c'est une parabole, c'est un disque solide qui est sur la sonde et qui reste comme ça, comme c'était le cas pour Voyageur, comme vous le voyez ici par exemple. Galileo avait pour la première fois un parapluie qui devait se déployer dans l'espace. Il s'est mal déployé, une baleine est restée coincée. Total, il a fallu faire toute la mission avec 10 bits par seconde au lieu de 100 000. Grosse déception. Malgré tout, alors ça a amené en fait la NASA à développer des algorithmes de compression de données absolument incroyables, et finalement ces 10 bits ont été équivalents à 1000 quasiment, pendant toute la mission. Et comme il y a eu 7 ans d'orbite, il y a quand même eu de très beaux résultats avec Galileo, mais on avait envie d'aller voir plus loin. Et puis surtout, ce qui est important de noter, c'est que la plupart de ces sondes, sauf Ulysse, mais Ulysse est passé très brièvement, et puis la deuxième fois est passé très loin, ces sondes sont restées au voisinage du plan de l'équateur de Jupiter, soit parce qu'on était intéressé à visiter ces satellites qui orbitent au voisinage du plan de l'équateur, et parce que aussi la trajectoire venait de la Terre, éventuellement continuait vers les autres planètes avec Voyageur, et donc on restait au voisinage de l'équateur. Donc on avait une vue très imparfaite en fait, des pôles de la planète. Or, il se passe plein de choses aux pôles. Alors voilà un film qui a été assemblé à partir des images prises par Voyageur en 1979, toujours, et comme Voyageur est resté à basse latitude, vous pouvez faire un film de ce qui se passe autour des pôles, mais c'est vu en incidence rasante, après c'est reprojeté comme si on le voyait par-dessus, néanmoins, ce n'est pas d'une richesse de détails extraordinaire, ce qu'on voit près des pôles. Bon. Alors l'atmosphère de Jupiter, on a quand même appris plein de choses avec les sondes qui sont passées à proximité, 86% d'hydrogène, 13% d'hélium, et tout le reste est dans le pourcent qui reste. Il y a notamment du méthane et des éléments lourds.
Il y a des vents, donc il y a des bandes sur Jupiter, des bandes qu'on voit circuler, qui sont des vents en fait, qui peuvent souffler à plus de 600 km/h. Il y a évidemment la grande tache rouge dans l'hémisphère sud, qui est connue depuis plus de 3 siècles. Et les caméras de voyageurs ont observé en visible des éclairs d'orage, mais on n'a pas pu les étudier en détail parce que c'était sur des pauses assez longues. Donc on voyait un point brillant, mais on ne connaissait ni sa durée, ni on n'a pas observé beaucoup. Voilà. Et puis, il y a évidemment, associé à ces bandes, il y a de la convection verticale, il y a un mélange vertical, mais qui n'est pas forcément très, très bien caractérisé. Alors, l'atmosphère de Jupiter, si on la déplie, en fait, eh bien, on peut en faire voilà, un film. Ça, c'est un film qui a été pris par Cassini. Vous voyez la grande tache rouge en train de tourner, et vous voyez les bandes. Alors, évidemment, là, dans ce film, on a retiré la rotation globale de la planète. Sinon, tout circulerait de gauche à droite très vite. Et on n'a que les mouvements relatifs des bandes les unes par rapport aux autres. Et c'est ces mouvements qui vont jusqu'à 600 km/h. Et vous voyez la grande tache rouge, donc, que son mouvement traduit comme un anticyclone, en fait, par rapport à l'hémisphère et la force de Coriolis. Ça tourne donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. C'est une haute pression, un anticyclone. Alors, l'atmosphère de Jupiter, elle est complexe, donc elle est mélangée. Vous voyez ces bandes, ces couleurs. On peut la représenter de manière très, très schématique par 3 couches principales. La couche qui est la plus élevée, alors ce seraient des couches moyennes, c'est-à-dire que si ces couches étaient parfaitement homogènes, on verrait que celle du dessus, en fait, en visible, en optique, et puis on verrait en dessous avec l'infrarouge et les micro-ondes. Mais bien sûr, c'est très mélangé. Donc en moyenne, on a une couche de NH3, d'ammoniac, qui est un petit peu en dessous du niveau 1 bar à peu près, hein, donc en surface. C'est ce qui correspond à ce qui est blanc, aux taches blanches qui réfléchissent la lumière du soleil, blanche ici. En dessous, on a des composés en fait phosphorés et soufrés, donc l'ammonie, sulfide, je ne sais plus comment ça s'appelle, NH4SH, qui est plutôt rouge-orangé. C'est celui qui va réfléchir la lumière rouge-orangé. Et en profondeur, on était à peu près certain qu'il y avait de l'eau, hein, puisque l'eau est quand même un élément assez abondant, qui était donc au-dessous d'une centaine de kilomètres de profondeur. Donc en fait, l'idée qu'on avait de l'atmosphère, c'était, ici vous avez la température, et ici vous avez la pression, c'est-à-dire que verticalement vous avez aussi la profondeur dans la planète. Donc on s'attendait voilà, à avoir les 3 couches d'ammoniac, de NH4SH et puis d'eau. Et en fait, Galiléo, il y avait un orbiteur, mais il y avait aussi une sonde qui a été envoyée dans Jupiter, qui est descendue dans l'atmosphère, et la sonde a vu extrêmement peu d'eau. Elle a vu peu de tout, mais surtout peu d'eau et très peu de nuages. Et donc ça a posé un vrai problème, parce que en fonction de la quantité d'eau, on va composer un scénario différent de l'histoire de la planète, où elle s'est formée, comment elle s'est formée, avec les glaces de la nébuleuse solaire. Et donc ça, c'était vraiment un point d'interrogation. Alors on a vite compris quand même que la sonde, elle est tombée à un point précis. En l'occurrence, en ce point-là, c'est à la limite entre 2 bandes. Les images infrarouges nous ont montré que c'était un point chaud, donc ça, c'est une vision d'artiste de Galiléo, la sonde Galiléo au bout de son parachute. Et peut-être que ce point chaud était localement pauvre en eau. Donc voilà, évidemment, ça ne donne pas une vision globale de la planète. Et enfin, pour terminer ce bref panorama, la magnétosphère de Jupiter. Donc Jupiter a un champ magnétique qui ressemble en première approximation à un barreau aimanté, nord-sud. La Terre, c'est sud-nord. Donc le champ magnétique de Jupiter est en polarité opposée à celui de la Terre par rapport au plan de l'écliptique. Il est presque aligné avec son axe de rotation, une dizaine de degrés. Il est très intense, 20 000 fois plus intense que la Terre. Et ce champ magnétique va créer dans le vent solaire, c'est-à-dire les particules chargées qui viennent du Soleil, va créer une bulle au premier ordre vide, mais en fait dans laquelle il y a un peu de plasma, de particules chargées très énergétiques. Et cette bulle est gigantesque, parce que le vent solaire est faible au niveau de Jupiter, le champ magnétique de Jupiter qui repousse ce vent solaire est très fort, et si on pouvait voir à l'œil nu la magnétosphère de Jupiter, elle aurait cette taille dans le ciel. Elle serait beaucoup plus grande que la pleine Lune. Et elle serait très très étendue, puisqu'elle est écrasée du côté du Soleil et étirée sous forme de queue de l'autre côté. Alors dans cette magnétosphère, il y a du champ magnétique, il y a des particules chargées, en particulier des électrons, qui se baladent autour du champ magnétique en spiralant autour. Ça produit des ondes radio. En particulier, ça produit ce qu'on appelle les ceintures de radiation de Jupiter. C'est à l'échelle, ça c'est Jupiter, mais qui est caché. Et on voit 2 zones d'émission radio très fortes qui se balancent avec la rotation de la planète, puisqu'elles sont liées au champ magnétique. Le champ magnétique est incliné de 10 degrés, et donc il va précesser en fait avec la rotation de la planète, et on voit justement ces émissions radio osciller. Alors ça c'est important parce qu'en radio on voit ces ceintures de radiation. Ce sont des électrons et des protons
qui ont des énergies qui peuvent monter à plusieurs millions d'électronvolts. Ce sont des énergies énormes, donc des particules très pénétrantes, très destructrices pour l'électronique, par exemple, des satellites, des sondes spatiales. Et les sondes spatiales qui ont visité Jupiter avant Juno sont prudemment restées à l'extérieur de ces ceintures, donc non seulement près du plan de l'équateur, mais en plus à bonne distance, plusieurs fois le rayon de Jupiter à l'extérieur. Et cette magnétosphère, c'est une bulle gigantesque, avec sa frontière du côté du Soleil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la magnétopause, c'est vraiment la frontière du champ magnétique de Jupiter. Et comme le vent solaire qui souffle autour est supersonique, il y a en plus une onde de choc qui se produit, et tout ça est stationnaire par rapport à Jupiter. Ça bouge dans le vent solaire, mais c'est stationnaire par rapport à Jupiter. Et c'est gigantesque, puisque ça fait jusqu'à 10 millions de kilomètres du côté du Soleil, et la queue, on l'a mesurée jusqu'à la distance de Saturne. Donc vraiment 5 unités astronomiques. Alors la magnétosphère de Jupiter, comme il y a plein de courants dedans, le champ magnétique, c'est comme un barreau aimanté, donc il va converger près des pôles, et près des pôles, il y a des particules chargées qui tombent sur l'atmosphère, et ça fait ces magnifiques aurores que vous voyez ici, et qu'on va avoir l'occasion de revoir. Alors vous noterez déjà, c'est un deuxième film, vous noterez des choses, c'est qu'il y a une espèce d'ovale assez compliqué, qui ressemble un petit peu à l'ovale terrestre, bien que son origine soit assez différente. Puis vous avez un point là, qui se déplace à rebrousse-poil là-dedans, et vous allez voir ce que c'est. Alors enfin, pour terminer, on a donc une ribambelle de satellites dont je ne parlerai pas, et notamment les 4 satellites galiléens. Vous avez un petit schéma de leur rotation. Alors si vous restiez assez longtemps à les regarder, vous aperceviez qu'ils coïncident toujours aux mêmes phases, puisqu'il y a des résonances en fait, entre les périodes orbitales des satellites. Le plus proche, à 6 rayons de Jupiter, c'est Io, qui est une véritable pizza en fait, parce que extrêmement volcanique. Le suivant, c'est Europe, qui est gelé. Ganymède est le plus gros et il est très particulier. Il a en particulier un champ magnétique propre. Et puis Callisto, c'est le plus lointain, et il est criblé de cratères. Alors voilà, un petit mot sur chacun. Io, c'est les sondes voyageurs qui ont eu la surprise de découvrir un volcan en activité lors du survol. Et voilà un film qui a été pris, en fait, donc de l'activité, qui a été pris, je crois, par Galiléo, il me semble, je ne me rappelle plus. Alors, les volcans de Io, en fait, crachent 1 tonne de dioxyde de soufre en moyenne à la seconde, dans l'atmosphère de Io, à tel point qu'on peut calculer que Io se retourne comme un gant tous les 100 millions d'années à peu près. L'intérieur passe à l'extérieur. Bon, mais il s'effondre bien sûr sur lui-même. Alors ce TOR, Io tourne autour de Jupiter. Ce gaz qui est éjecté par volcanisme va devenir en partie chargé, et il va être attrapé par le champ magnétique, et il va être enroulé sous forme d'un boudin autour de Jupiter. Et ce boudin, comme les ceintures de radiation, elles sont beaucoup plus loin, mais il va osciller avec la rotation de Jupiter. Et puis enfin, ce plasma, ces particules chargées, vont interagir avec la magnétosphère de Jupiter. Et je vais vous donner tout de suite la réponse. Le petit point lumineux que vous voyez tout à l'heure, c'était le pied en fait, des lignes de champ magnétique qui relient Io à Jupiter, et le long desquelles des particules produites par Io et accélérées vont se précipiter sur l'atmosphère de Jupiter. Alors Europe, une lune glacée, voilà un zoom de la surface, on a vraiment l'impression d'une banquise, sauf qu'il n'y a pas d'océan visible. On pense qu'il y a un océan sous la surface, une structure interne mal connue, mais peut-être donc dans les premiers kilomètres un océan sous la glace. Et évidemment, qui dit océan d'eau liquide fait tout de suite penser à habitabilité possible, et donc ça fait rêver les astrobiologistes qui aimeraient bien trouver de la vie. Ganymède, c'est la plus grosse lune de Jupiter, presque aussi grosse que notre Lune, et une planète qui a eu de l'activité tectonique, des cratères, des zones plus anciennes que Europe, et surtout un champ magnétique propre. Et ça, c'est une vraie surprise, parce qu'on ne se doutait pas qu'un corps aussi petit, après 4,5 milliards d'années, ait pu garder une dynamo en fait active. Et il y a ce champ magnétique est connecté avec celui de Jupiter, et il y a même des aurores sur Ganymède. Ça, c'est vu avec le télescope spatial Hubble. Il y a des aurores au nord et au sud de Ganymède, la Lune elle-même. Voilà. Alors maintenant, arrivons-en à Juno, parce qu'après cette demi-heure d'introduction, il fallait quand même arriver au cœur du problème. Juno a posé 4 grandes questions. Il ne s'est pas préoccupé au premier chef des satellites. Juno était censé se poser des questions sur l'origine de Jupiter, sa formation dans la nébuleuse autour du Soleil, l'intérieur de Jupiter, y a-t-il un noyau solide, comment les masses sont réparties, l'atmosphère de Jupiter, dont on connaissait très peu, en particulier l'abondance d'eau, par exemple, et puis sa magnétosphère, qui avait été explorée uniquement au voisinage de l'équateur. Bon, très bien. Alors, pour poser ces questions de manière un peu plus précise, l'origine, où s'est formé Jupiter, quand, est-ce que le cœur solide s'est formé avant d'accréter le gaz, est-ce qu'il a bougé en fait lors de sa formation, et ça c'est la composition profonde
en eau, en ammoniac, la structure interne qui va nous le dire. Vous avez dans le système solaire en formation une zone qui est appelée la ligne de glace, en deçà de laquelle les composés hydrogénés restent gazeux et les roches et les métaux se condensent, c'est ce qui fait les planètes telluriques, et au-delà de laquelle les composés hydrogénés se condensent, c'est ce qui fait les planètes géantes. Voilà. Donc pour arriver à avoir des réponses sur l'origine de Jupiter, il faut mesurer son champ de gravité avec précision, avoir un radiomètre à micro-ondes, donc à ondes radio courtes, qui va aller regarder en profondeur sous l'atmosphère, et puis des spectromètres qui vont analyser l'atmosphère le plus profondément possible. Pour l'intérieur, il s'agit vraiment de déterminer la structure. À la structure approximative, il y a de l'hydrogène gazeux à la surface. En dessous, il devient probablement liquide. Il n'y a pas de surface solide. Et puis, plus profond, à peu près 10 à 15% en profondeur du rayon, il devient dans un état un peu particulier. Sous la pression très forte, il devient métallique. Donc, en fait, les atomes se cassent en protons, en électrons, qui donnent un bain de particules qui va se comporter un peu comme un métal, et en particulier faire circuler, conduire le courant, et être le siège du cœur du champ magnétique. Donc alors évidemment, on veut comparer cette structure à celle des autres planètes géantes, pour le peu qu'elle est connue, et puis connaître le cœur du champ magnétique, justement, de Jupiter dans cet hydrogène métallique. Et pour ça, c'est vraiment d'une part les mesures de gravimétrie, de champ de gravité, d'autre part les mesures de champ magnétique avec un magnétomètre qui vont nous permettre de contraindre ces quantités-là. Pour l'atmosphère, eh bien, on veut savoir, bien sûr, la décrire ses mouvements, ses tourbillons, l'apparition des nuages, l'évolution de la grande tache rouge, sa profondeur aussi, est-ce que les bandes vont se prolonger très profondément dans la planète ou au contraire, est-ce que les structures sont peu profondes? On veut savoir, alors on voit que les bandes sont en rotation différentielle, jusqu'où cette rotation différentielle va-t-elle? La couche météorologique pourrait être dans la couche gazeuse, c'est-à-dire s'étendre jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres au-dessous de la surface. Et on ne sait pas jusqu'où, on ne savait pas jusqu'où du tout, en tout cas avant Juno, on commence à savoir un peu. Alors pour ça, il faut faire des spectres en infrarouge, en ultraviolet, le radiomètre micro-ondes aussi, la caméra, et la gravimétrie va nous donner des informations là-dessus. Et enfin, on voulait explorer sa magnétosphère pour la première fois différemment de ce qu'on avait fait avant, donc aller voir de plus près les aurores, mais aussi aller voir les ceintures de radiation, savoir comment elle interagissait avec les satellites, mais à partir du voisinage de la planète, et savoir, alors par exemple, ici ce sont les ceintures de radiation qui ont été imagées par l'OFAR, seule référence à l'OFAR. Ensuite, vous avez le satellite Io qui produit plein de plasma. Ce plasma va se précipiter, va être accéléré. Comment est-ce qu'il est accéléré pour tomber et faire des aurores, en particulier ce point brillant? C'est un peu toutes les questions qui devaient se poser. Et au-dessus de ces aurores, on a des émissions radio très intenses émises par la planète et qui sont captées depuis la Terre ou depuis une sonde spatiale. Pour ça, on a des expériences qui mesurent les ondes radio, ondes de plasma, les particules chargées et bien sûr le spectroimageur UV pour les aurores et le magnétomètre pour le champ magnétique qui guide ces particules chargées. Alors bon, pour ça, il fallait une nouvelle mission. Ça a été la mission Juno qui a été imaginée par Scott Bolton aux États-Unis. Donc c'est la deuxième mission New Frontiers de la NASA. La première, c'est celle qui était passée près de Pluton. Le principal investigateur, c'est donc Scott Bolton, qui était au JPL et qui a été ensuite maintenant au Southwest Research Institute de San Antonio, au Texas. C'est un groupe de co-investigateurs, de scientifiques assez petits, en fait. C'est une soixantaine de personnes, le cœur vraiment, plus les étudiants, les postdocs, mais c'est quand même un facteur important en dessous, par exemple, de la communauté de Cassini. Donc c'est une équipe assez ramassée. Il y a 10% de Français, dont moi, entre autres. C'est une sonde qui a cette allure-là, qui a des panneaux solaires. C'est la première sonde qui va vers Jupiter et qui est alimentée par des panneaux solaires. Il faut qu'ils soient très grands, parce qu'à Jupiter, il y a 25 fois moins de lumière solaire qu'à la Terre, puisqu'on est 5 fois plus loin, 5 au carré. D'habitude, on envoyait des sondes spatiales, voyageurs, pionniers, avec des piles radioactives qui fournissaient l'électricité. Là, on a mis des panneaux solaires, donc il faut qu'ils soient très grands. C'est une sonde qui tourne sur elle-même, ce qui est très pratique quand on veut mesurer les champs électriques, magnétiques et les particules, ce qui est moins pratique pour faire les images, et donc il faut que les instruments prennent ça en compte, la rotation. Il y a 9 instruments scientifiques que je vais vous décrire juste après. Elle a été lancée le 5 août 2011 et a voyagé 5 ans jusqu'à Jupiter, où elle est arrivée le 4 juillet 2016. Alors les distances font quand même un peu rêver. Pendant son voyage, elle a parcouru 1 milliard de kilomètres à peu près 100 000 km/h. Ça fait quand même du chemin. Et depuis, elle a parcouru, depuis sa mise en orbite, à peu près un demi-milliard de kilomètres autour de Jupiter. Bon. Alors voilà, ça c'est le lancement qui est là. In the shadow of our planet, the spinning Juno spacecraft
Ça sort par... Bon, je ne voulais pas qu'on entende le son parce que ce n'était pas très intéressant, mais ça sort par la prise HDMI, donc ce n'est pas grave. Donc il vous raconte qu'après le lancement, on a déployé les panneaux solaires, vous voyez, en accordéon. Avant le survol... Alors la sonde a été lancée ici. Elle a fait un premier tour, elle a survolé la Terre en 2013 pour accélérer. Ça, c'est très classique pour les missions interplanétaires. On a un effet de fronde. Si vous avez des questions, je vous expliquerai après. Chaque fois qu'on survole comme il faut une planète, on peut accélérer. Et ensuite, on s'est rendu jusqu'à Jupiter, où on est arrivé en juillet 2016. Donc ça, c'est le survol de la Terre. Et puis alors ensuite, ça, c'est l'arrivée à Jupiter. Alors là, l'arrivée à Jupiter, il y a aussi un petit film, mais ça va se corser un peu, parce qu'on arrive, évidemment, on arrive très très vite. On arrive à 30 km par seconde, donc il faut freiner. Alors il faut freiner pas énormément, parce que la gravité de Jupiter va freiner. Il faut quand même freiner de l'ordre du kilomètre par seconde au bon moment pour arriver à se mettre en orbite. Donc pour ça, il faut allumer les moteurs. Mais s'il faut allumer les moteurs, ça veut dire qu'il faut mettre les moteurs dans le sens inverse du mouvement pour se freiner. Et donc il faut orienter la sonde dans la bonne direction, et pour ça, la grande antenne ne va plus pointer vers la Terre. Donc on perd la communication. Donc toute la séquence de mise en orbite doit se faire de manière automatique. Et il faut qu'elle se passe bien, parce qu'ensuite il faut que la sonde se réaligne avec la Terre. Et si ça ne se passe pas, il y a des sondes qui ont été perdues comme ça. Alors on avait prévu au début que la sonde approche Jupiter en faisant 2 premières orbites très longues de 53 jours, avec une première manœuvre d'allumage des moteurs pour se mettre en orbite. Et ensuite il devait y avoir, au bout de 106 jours, une deuxième manœuvre d'allumage des moteurs pour ramener l'orbite en fait, à des orbites de 14 jours. Et avec ces orbites de 14 jours, il devait y en avoir 32. La mission devait durer 1 an et demi. Alors pourquoi ? Parce que, comme vous avez peut-être vu dans le petit film, mais ça fait beaucoup d'informations à la fois, le problème, c'est que c'est une mission qui veut aller très près de Jupiter. Si on va très près de Jupiter, on va prendre une dose de radiation, des ceintures de radiation absolument énormes, des millions de fois plus élevées que ce qu'il y a dans l'espace interplanétaire. Et donc on pensait que l'électronique mourrait, en fait, irradiée au bout d'environ 18 mois. Bon, voilà. Donc c'était l'idée de la mission. Mais ça s'est pas... Alors, cette mission a une idée absolument géniale. Il y a une idée de génie à la base de Juno. C'est qu'en fait, les études précédentes des ceintures de radiation avaient montré que il n'y a pas moyen de s'approcher de Jupiter plus près que quelques rayons sans rentrer dans ces ceintures où les flux d'électrons sont monstrueux. Donc comment faire ? Alors, elle se vide un peu vers les pôles et surtout, le champ magnétique, en fait, il fait ces particules chargées. Pour qu'elles peuplent ces régions-là, elles sont piégées par un effet de ce qu'on appelle miroir magnétique. Elles n'arrêtent pas de rebondir d'un pôle à l'autre. Quand elles se rapprochent de la planète, le champ magnétique augmente, et donc les particules ralentissent, parce qu'elles deviennent de plus en plus, elles font des spirales de plus en plus grandes autour, et elles repartent dans l'autre sens. Et donc il y a une petite zone. Alors vous voyez, le rayon de Jupiter, c'est 71 000 km. Donc il y a une petite zone de quelques milliers de kilomètres qui est beaucoup moins peuplée en particules qu'au-dessus. Et bien les gens de Juno se sont dit, voilà la solution. On va se mettre d'abord dans une trajectoire polaire, donc on ne va pas rester dans le plan équatorial, mais on va se mettre perpendiculairement au plan équatorial pour se mettre en orbite polaire autour de Jupiter. Donc ça veut dire qu'on va passer au-dessus des pôles pour la première fois, en fait. Ça, c'est fabuleux, pour les aurores, pour l'atmosphère, pour tout. Et en plus, on va avoir des orbites qui vont alors aller boucler d'un côté très loin de Jupiter, donc à l'abri, et puis quand on passe près de Jupiter, on passe sous les ceintures de radiation. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment raser la planète. À l'échelle d'un ballon de basket, par exemple, ça voudrait dire passer à 2 cm à chaque passage. Voilà. Donc c'est ça l'idée absolument géniale de Juno. Donc c'est ça l'orbite de Juno. C'est des orbites qui passent. Alors on prend quand même une dose de radiation, mais beaucoup moins que si on faisait autrement. Donc ça c'est vraiment l'idée de génie de Juno. Si vous vous rappelez d'une chose, c'est ça. Alors l'insertion en orbite, il y a eu des péripéties. Donc le but, comme je dis, c'est de ralentir la sonde. Bon, il faut donc orienter la sonde dans la bonne direction pour allumer son moteur. Il faut ensuite la mettre en rotation plus rapide parce que ça la stabilise par effet gyroscopique. Ensuite, on allume le moteur principal, on ralentit à peu près de 2000 km/h en 35 minutes. Donc c'est quand même un bon ralentissement de TGV à l'arrivée, mais pendant 35 minutes. Et ensuite, bien sûr, on re-ralentit sur la rotation sur elle-même, on se réoriente vers la Terre, et puis on reprend le contact, et tout va bien. Bon. Et alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu clairement en plus des données scientifiques, il y a des données d'ingénierie qui sont renvoyées par radio vers la Terre. Et ces données d'ingénierie ont traduit une anomalie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une anomalie du moteur principal. Et elle a fait craindre aux gens de Juno que si on l'allumait une deuxième fois, on prenait un risque non négligeable qu'il explose, en fait. Et alors, quand vous avez dépensé $1 milliard et que vous avez mis une mission en orbite autour de Jupiter, vous n'avez pas vraiment envie de l'avoir explosé. Donc il y a eu des mois de discussion pour savoir ce qu'on faisait, en fait. Alors quand je dis « on », je n'étais pas vraiment partie prenante très fortement de ces discussions.
Mais toujours est-il qu'il y a eu des discussions pendant des mois, et finalement, il a été décidé de ne pas prendre le risque et de rester sur l'orbite de 53 jours. Et ça, c'est, je dirais, alors la trajectoire, c'était l'idée géniale, ça a été le coup de chance, en fait, de Juno, parce qu'avec une orbite de 53 jours, ça veut dire qu'on prend la dose de radiation tous les 53 jours au lieu de toutes les 2 semaines. Et du coup, la mission pouvait durer beaucoup plus longtemps. Et comme l'orbite était beaucoup plus longue, au lieu de rester à proximité de Jupiter, on allait explorer à chaque tour les confins de la magnétosphère. Finalement, c'était très intéressant. On avait les variations avec le cycle solaire. Et donc, la mission est devenue alors plus coûteuse parce que, en particulier, nos collègues américains comptent les salaires des gens qui sont sur la mission. Donc, une mission qui dure 5 ans au lieu d'1 an et demi, eh ben, c'est 3 fois plus coûteux. Mais c'était une mission beaucoup plus intéressante. Et donc, la NASA a donné le feu vert pour qu'on reste sur cette orbite. Et donc, on est resté sur des orbites de 53 jours, avec donc des passages près de Jupiter, donc ce qu'on appelle des périjoves. Donc la mission est rythmée par ces périjoves. Périgove 0, c'était l'insertion en orbite. Et puis ensuite, périgove 1, 2, 3, on en est à peu près au 23-24 actuellement. Et la mission nominale, jusque mi-2021, est prévue jusqu'au périgove 35. On passe à 4200 km au plus près de Jupiter, près de l'équateur, et on passe à peu près à 10 000 km au-dessus de chaque pôle. Et on fait un voyage de pôle à pôle à chaque fois en à peu près 2 heures. Et donc c'est inimaginable en fait la qualité des données amenées par une trajectoire comme ça. Alors la vitesse varie beaucoup. Quand on est loin de Jupiter, on est à peu près à 10 000 km/h. Quand on est près, on passe à 100 000 km/h. Donc ça passe vite. Alors voilà la trajectoire. Alors vue de dessus, la trajectoire c'est des pétales comme ça qui changent d'orientation par rapport au Soleil. Vue du Soleil, donc ça change d'inclinaison. Et vue dans le plan de l'écliptique, la trajectoire s'oriente vers le sud. Alors pourquoi elle change d'inclinaison? Parce qu'elle reste fixe en fait, par rapport à la ligne Jupiter-Soleil, mais comme Jupiter tourne autour du Soleil, la trajectoire s'incline autour de Jupiter, et donc on va parcourir des temps locaux différents, et donc explorer une bonne région de la magnétosphère. Alors voilà, bon, alors là, je vais peut-être accélérer le film. Alors, ce qui était... attends, quand même un petit peu. Ce qui était une chance absolue, pourquoi on avait pris une orbite de 14 jours? Parce qu'on voulait qu'à chaque orbite, quand on passe près de Jupiter, on passe à une phase de la rotation de Jupiter différente. Donc pour essayer à chaque orbite d'enserrer Jupiter dans une espèce de filet à mailles serrées, parce que c'est ce filet à mailles serrées qui va permettre de mesurer le champ de gravité et le champ magnétique partout autour de la planète avec une grande précision. Et alors le problème, c'était que si on changeait la durée de l'orbite, eh ben, ça allait être un problème. Et en fait, avec une durée d'orbite de 53,5 jours, on est dans les mêmes conditions. On passe également à une longitude différente à chaque tour, et donc on a un filet à mailles serrées qui permet de mesurer le champ de gravité et le champ magnétique avec une précision fabuleuse. Ça, c'est le filet vu depuis l'équateur, et ça, c'est vu depuis le pôle. Donc on a énormément de passages avec le numéro d'orbite en couleur. Alors, j'ai dit quelques mots sur la mission, maintenant quelques mots sur la sonde avant d'en arriver au résultat. La sonde, donc, première fois qu'on a des panneaux solaires, parce que alors, chaque fois qu'on met des piles radioactives, ça pose des problèmes au lancement, des problèmes environnementaux, des dangers possibles. Donc là, on a dit panneaux solaires. OK, très bien. Donc ils font 15 mètres carrés quand même, 2 mètres sur 7, 7 mètres 50. Ils délivrent 300 watts. Ils sont pointés sur le Soleil, bien sûr. Donc la sonde tourne en gardant ses panneaux face au Soleil. La sonde tourne à 2 tours par minute. Et c'est cette rotation qui est très très pratique pour les mesures de champs et de particules. Alors il y a une expérience qui est gratuite en quelque sorte. C'est l'antenne à grand gain en fait, qui communique avec la Terre, puisque c'est le lien de cette antenne et ses perturbations en passant près de Jupiter qui vont nous donner les informations sur le champ de gravité. Vous allez avoir un petit schéma derrière. Et puis sinon, à part ça, eh bien, il y a donc 9 instruments, comme je disais, sur la sonde. Voilà la taille de la sonde, qui est grande. Elle fait 20 mètres quand elle est déployée par rapport à la taille d'un homme, ici. Le corps principal de la sonde fait à peu près 3-4 mètres sur 4,5 mètres de haut. Voilà, vous avez donc là un zoom sur la sonde, une caméra visible, un spectromètre UV, un spectroimageur infrarouge, un instrument avec 2 petites antennes, 2 fils, là qu'on voit en dessous ici, qui mesure les ondes radio et les ondes de plasma. Donc l'antenne à grand gain, c'est pour l'expérience gravité, des détecteurs de particules, particules de haute énergie, de basse énergie, une plaque de récepteurs micro-ondes, et puis un magnétomètre qui, lui, doit toujours être le plus loin possible de la sonde, parce qu'on ne veut pas mesurer le champ magnétique de la sonde. Et les champs magnétiques sont très faibles, donc on éloigne le plus possible des instruments qui produisent eux-mêmes des champs magnétiques. Alors, la sonde, toute l'électronique de la sonde a été mise dans un sarcophage anti-radiation, donc blindé, très épais. Et ça, il faut imaginer que c'est extrêmement coûteux, parce que chaque kilo dans l'espace vaut de l'ordre du million de dollars, chaque kilo de charge utile. Donc avoir une fosse à radiation, comme ils l'ont appelé, le radiation vault,
c'était vraiment, il fallait réfléchir à ce qui pouvait aller dedans, il fallait des instruments miniaturisés. Par exemple, les Italiens ont réussi à faire accepter tardivement le spectro-imageur infrarouge. Il a été fait par l'Agence spatiale italienne. Il est à l'extérieur de la fosse à radiation. Donc peut-être qu'il mourra en premier. Pour le moment, il fonctionne très bien. Alors, les résultats de Juno, et donc que je vais essayer de classer un peu dans les origines, intérieures, atmosphère, magnétosphère, comme ce que je vous ai présenté avant. Alors d'abord, une des, on va dire, surprises, c'est qu'au début, il ne devait pas y avoir de caméra sur Juno. C'était vraiment un instrument dédié, vous voyez, pour tous les objectifs que je vous ai cités, sauf l'atmosphère, on n'a pas besoin de caméra. On a besoin de spectromètres ultraviolets, infrarouges, micro-ondes, gravité, magnétique, mais pas de caméra. Et donc, ce n'était pas nécessaire avec la charge utile nominale. Mais quand même, assez tardivement, les gens se sont dit, bon, c'est un peu bête quand même d'aller sur Jupiter, de rester longtemps et de ne pas mettre une caméra. Donc il y a une caméra qui a été mise qui est un petit peu meilleure qu'une webcam, mais pas bien meilleure que ça. Et en particulier, c'est une caméra linéaire, elle utilise la rotation de la sonde pour reconstituer ces images. Donc c'est 1600 pixels et on intègre. Et puis c'est une caméra qui a... Donc elle était prévue initialement pour les images, pour le grand public en fait, le outreach en anglais. Et donc elle a des filtres dans le bleu, le vert, le rouge, et puis un filtre dans la bande du méthane, parce qu'on sait qu'il y a des brumes de méthane, et donc on pouvait les étudier comme ça. Et alors cette caméra a amené des belles surprises. Voilà des images de Jupiter qui ont été prises par cette caméra. Alors bon, ce sont des images, je ne vais pas vous faire tout le détail de ça, mais les images sont traitées, hein, elles font ressortir des reliefs. Ça c'est un passage entier du nord au sud. Donc là on voit Juno par le pôle nord, là ici près de l'équateur, ici par le pôle sud. Et puis voilà un zoom. Alors quelques petits résultats. D'abord on s'est aperçu en prenant pour la première fois des images, cette fois-ci vraiment de très près et par-dessus directement et non pas en projection, que les pôles nord et sud étaient très différents des bandes de basse latitude. En particulier, il y a plein de tourbillons au nord et au sud. Alors voilà le pôle nord. Alors c'est un petit film, on peut voir les tourbillons tourner sur eux-mêmes, vous voyez. On a un schéma avec les flèches qui sont là. On a vu en fait une forme octogonale ou deux carrés emboîtés. Il y a 8 tourbillons qui font le tour du pôle nord qui est là. Alors évidemment, ce sont des mosaïques d'images, hein, donc tout n'est pas rempli, il n'y a pas d'ombre réelle. Hein. C'est des images collées, il reste des trous. Donc il y a 8 tourbillons, et ces tourbillons tournent très très lentement en longitude, donc ils tournent avec la planète, bien sûr, de manière solide, et ils tournent un peu plus, très lentement, par-dessus. Bon, voilà. Au pôle sud, là, c'est un peu différent. Il y a 5 cyclones au pôle sud, vous pouvez très bien les compter. On aimerait bien en mettre un 6e ici, mais il y a un trou. Il y en a 5 qui sont là. Donc ça, c'est le périjove numéro 1, et ça, c'est une image du périjove numéro 4 qui ont été collées ensemble. Ça, c'est les images brutes, ça, c'est des images traitées pour faire ressortir le contraste. Voilà une autre image où ici on voit les hexagones de la même manière ici. Alors eux ils sont quasiment stables en longitude, donc ils tournent vraiment de manière rigide avec la planète. Et puis voilà les mouvements des... Alors je ne sais pas pourquoi le film ne marche pas à tous les coups. Attention, regardez bien. Voilà, vous avez des mouvements de tourbillons à l'intérieur en fait. Bon, enfin bref, ça tourne, c'est des cyclones. Alors quand on s'intéresse aux bandes de moyenne latitude, on a donc des détails absolument effarants avec des nuages qui apparaissent de temps en temps. Donc ça c'est un nuage qui est apparu d'une orbite à l'autre, qu'on n'a pas vu. Alors, vous allez voir juste après qu'on a vu des éclairs d'orage, en fait, mais pas à ces endroits-là, pas dans les bandes équatoriales. Et donc, dans les bandes équatoriales, donc ces nuages qu'ils appellent en anglais des pop-up, donc des nuages qui apparaissent comme ça d'une orbite à l'autre, non corrélés avec des éclairs, il y a des hypothèses pour le moment qualitatives qui les comparent aux nuages précurseurs d'orage, les nuages blancs de haute altitude sur Terre qu'on appelle les altocumulus. Bon, je ne suis pas atmosphériste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors avec le filtre du méthane, on voit la répartition du méthane, on voit que le méthane est réparti fortement autour du pôle sud avec une beaucoup plus grande concentration. Ce sont des brumes, on voit que la limite des brumes est ondulée. Donc ces ondes ont une signification dans la dynamique de l'atmosphère que je ne connais pas, je ne sais pas si elle est bien comprise. Et donc ça c'est des images de divers survols avec le type d'analyse qualitative qui est menée au début où on décrit en fait ce qu'on voit, la grande tache rouge vue en méthane ici, brillante. Alors maintenant l'infrarouge, ça c'est en visible, ça c'est en infrarouge. En infrarouge, alors moi-même, comme je ne suis pas atmosphériste, hein, je suis donc plutôt radio, plutôt magnétique, électrique et continuum, j'ai essayé, comme je discutais avec des collègues atmosphéristes, comment on comprend les images, en fait, les images visibles, infrarouges, etc. En fait, c'est assez compliqué, parce que quand vous voyez une image visible, bon, vous voyez des couleurs. Ces couleurs sont dues à la lumière réfléchie et à la nature, à la composition chimique en fait, des composés que vous voyez là. Mais vous voyez une couche relativement superficielle. Si vous allez voir dans l'infrarouge, vous allez pouvoir traverser les premières couches, vous allez voir des couches qui sont un peu plus profondes. En micro-ondes, vous allez voir encore plus profond. Si l'atmosphère était parfaitement stratifiée, eh bien vous verriez des couches uniformes et vous les verriez de plus en plus brillantes, puisque la température augmente quand on s'enfonce dans Jupiter. Et la brillance, c'est la température. Mais en fait, l'atmosphère est mélangée. Donc vous allez voir en fait des parties chaudes et moins chaudes à diverses altitudes.
Et puis, quand vous analysez la lumière ensuite que vous allez voir des raies, et ces raies vont vous donner des informations sur la composition chimique, donc des informations supplémentaires à la couleur. Et puis, ce qui est en dessous, la lumière qui est émise plus bas, va être partiellement absorbée par ce qui est plus haut, ce qui est situé au-dessus. Donc il faut faire ce qu'on appelle du transfert radiatif, il faut calculer le transfert de la lumière émise de plus profond vers l'extérieur pour arriver à comprendre ce qui sort. Et donc finalement, combiner l'information qu'on a en visible, en infrarouge, en micro-ondes, en continuum et en raie, avec des profils de température et des compositions, ben c'est un travail qui est assez complexe en fait, et qui est assez imbriqué et qui permet de faire des déductions. Alors ici, par exemple, ce que je peux vous dire simplement, c'est que vous voyez que les bandes brillantes en infrarouge sont clairement les bandes orangées en visible. Bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bandes blanches, je vous disais que c'était l'ammoniac. L'ammoniac, en fait, qui va monter en altitude, en montant, il va refroidir, et entre l'ammoniac, vous voyez les bandes de NH4SH qui sont plus profondes et plus chaudes, et donc qui sortent plus en infrarouge. Alors ça, c'est une image de JIRAM. Alors ça, c'était pas une image de Juno, la précédente. Je ne sais pas si c'était voyageur ou pris d'un télescope terrestre. Ça, c'est une image en approche de Jupiter. Et ça, c'est les images en infrarouge prises au-dessus des deux pôles, pôle nord et pôle sud, où on voit très bien les 8 hexagones ici, les 5 hexagones là. Et alors, bon, ces images sont assez stupéfiantes. Et on en tire, là aussi, en les combinant avec les images optiques et les micro-ondes, des informations que je ne peux pas vous retranscrire ici, parce que j'en serais bien incapable. Alors maintenant, les mesures de gravité. Alors voilà le principe. Le principe, c'est que quand la sonde passe près de Jupiter, elle a un faisceau radio qui la relie à la Terre en permanence, donc c'est une onde radio qui est là. Et si la trajectoire n'était absolument pas perturbée, si Jupiter était un point massif, avec toute la masse concentrée en un point, on aurait ça. Mais en fait, Jupiter, c'est une distribution de masse qui n'est pas homogène. Il y a des couches, il y a des inhomogènes. Donc la trajectoire, en réalité, elle va être un petit peu perturbée lors du survol. Et donc ces perturbations vont se traduire en des toutes petites variations de vitesse, qui vont se traduire dans le lien radio dans ce qu'on appelle un effet Doppler, des petits changements de fréquence de la fréquence reçue. Et on peut analyser ces changements de fréquence reçue pour remonter au champ de gravité, à condition d'avoir suffisamment d'orbites. Et justement, c'est ce filet à mailles serrées qui va couvrir Jupiter. Alors quand on fait ça, eh bien, on va pas avoir une mesure pour une caractéristique à la surface. On va globalement inverser les mesures pour se dire, bon alors quelle est la sphère moyenne qui représente le mieux Jupiter, après quel est l'ellipsoïde moyen qui représente le mieux Jupiter, et ensuite quelle est la forme perturbée à l'ordre 1, 2, 3, etc. On peut appeler ça ce qu'on appelle un développement en harmonique sphérique, c'est-à-dire qu'on représente une sphère par une superposition de composantes, une composante sphérique, une composante ellipsoïdale, puis des ondulations de plus en plus nombreuses, et c'est la superposition en rotation de toutes ces choses-là qui donne le champ de gravité total. Alors par exemple, autour de la Terre, vous avez la mission GRACE, qui a été en orbite plusieurs années et qui a produit ce champ de gravité de la Terre où on représente les différences de gravité par des couleurs et des différences d'altitude. Évidemment, ce n'est pas des vraies différences, c'est extrêmement amplifié. Mais on a une mesure du champ de gravité terrestre avec une précision absolument terrible ici. Et c'est ce qu'a fait Juno près de Jupiter. Alors ce qu'on a mesuré, le résultat principal sur la structure interne, c'est que l'enveloppe d'hydrogène et d'hélium n'est pas uniforme. D'abord, il y a des inhomogénéités, et surtout, on n'a pas mesuré une limite bien définie avec un cœur rocheux métallique comme certains modèles le prédisaient. On a mesuré en fait un cœur très dilué, avec une espèce de dilution du centre vers l'extérieur, des métaux lourds, donc des éléments lourds, de plus en plus dilués en montant dans le cœur. Bon. On a estimé que cette dilution représentait à peu près la quantité de 10 fois la masse de la Terre, sur 300 donc, en métaux lourds, répartis comme ça et dilués là-dedans. Alors on s'est demandé à quoi ça pouvait être dû, et donc ce qui a été proposé actuellement, c'est ça. Le modèle qui a été proposé, c'est qu'en fait, donc il y a des simulations qui ont été faites, dans le système solaire primitif, quand Jupiter vient de se former, il y a eu une collision avec un proto-Uranus, donc un noyau planétaire de la taille d'Uranus, et ce noyau est littéralement avalé en fait dans Jupiter, et il va être mélangé au cours des milliards d'années, mais il va être incomplètement mélangé, et ce n'est pas que le cœur qui a accrété ensuite l'hydrogène et l'hélium ensuite. Voilà. Donc ça, c'est la fusion de l'impacteur dans l'enveloppe de Jupiter. Alors ça les simulations ont été comparées avec d'autres scénarios, bien sûr. Il y a des scénarios qui ont regardé ce qui pouvait se passer en accrétant simplement. Il y a des scénarios qui se sont dit que quand les planètes sont formées, il y a des petites planètes, des planétésimaux qui restent et qui peuvent ensuite être accrétés, mais ça ne suffisait pas pour nourrir le cœur aussi profond. Il y a des gens qui ont dit que le cœur pouvait s'éroder en fait et se diluer, mais là les échelles de temps et les échelles de dimension ne collent pas. Donc en fait, la théorie qui pour le moment a été publiée en Nature et qui commence à être acceptée, ce n'est pas du tout définitif, c'est un impact géant avec un Uranus très tôt. Et ça, bien sûr,
ça a des implications sur l'histoire du système solaire. S'il y a eu cet impact, pour notre Jupiter, c'est que ces impacts étaient probablement fréquents. Donc ça donne des contraintes très fortes. Alors une autre mesure qui a été faite, c'est qu'en fait l'atmosphère, donc les premiers milliers de kilomètres, sont eux aussi relativement, alors ce n'était pas représenté sur la diapo d'avant, sont eux aussi relativement enrichis en éléments lourds et en métaux en particulier. Et ça ne peut pas s'expliquer facilement. Donc pour faire court, ce qui a été proposé, c'est que de manière postérieure à la formation de Jupiter, il y a des impacts en fait avec des corps métalliques et rocheux, donc des planétésimaux, qui vont eux venir ensemencer en fait et nourrir la haute atmosphère, la couche extérieure de Jupiter. Et ce mélange ensuite ne va pas être homogène parce que la convection est étudiée en fait à l'intérieur de Jupiter. Et puis, zut, les gens ont proposé que c'était quelque chose qu'ils ont appelé de la semi-convection, en fait, un mélange non homogène qui allait se produire, comme si l'atmosphère restait relativement déconnectée des couches plus profondes. Donc on a ce cœur qui est dilué, et puis une atmosphère enrichie en métaux, peut-être due à des impacts tardifs, là aussi avec des implications sur la formation. Alors le mélange aussi des éléments chimiques, des éléments lourds dans le cœur, fait intervenir dans les modèles la présence de l'eau. Et je vais y revenir après, mais à chaque fois on trouve qu'il faut qu'il y ait plus d'eau que ce qui a été trouvé par Galiléo. Alors l'atmosphère profonde, là, un des résultats, et qui est donné dans le film, alors vous verrez que Juno, il y a une très très bonne com qui est faite dessus, chaque résultat est luxueusement illustré par des vidéos que donc je suis allé prendre sur le site de la mission. Donc les ceintures nuageuses, d'abord, on savait depuis Voyageur et avant qu'elles étaient asymétriques, il n'y a pas les mêmes profils de vent au nord et au sud. Et ensuite, là maintenant, on a pu, notamment grâce à la gravité et au sondage micro-ondes, aller regarder comment cette rotation se comportait en profondeur. Et ce qu'on a vu, c'est que le profil, disons, passait de 1 à 0, en gros, donc par rapport à la rotation solide, en à peu près 3000 km de profondeur ici. Et donc, en fait, ces bandes nuageuses ont l'air de se prolonger sur environ 3000 km de profondeur, et en dessous, c'est-à-dire sur les 68 000 km qui restent, je vous rappelle, la planète tourne comme un corps solide, cette fois-ci. Alors, du coup, ça pose la question qui n'est pas résolue sur l'origine de ces ceintures. Qu'est-ce qui fait ces 3000 km et qu'est-ce qui crée? Mais c'est un élément maintenant dans ce qui doit venir expliquer cette météorologie très profonde en fait, de la planète. Alors la grande tache rouge, il y a eu aussi des mesures, donc elle fait à peu près 1,5 fois la taille de la Terre. C'est un anticyclone, donc haute pression au centre, et avec la force de Coriolis, ça la fait tourner dans ce sens-là. Donc voilà une image, un film de Voyageur 2 cette fois-ci qui a été pris. Elle fait un tour complet à peu près en 6 jours sur elle-même, donc si on suit un élément de la tache rouge sur plusieurs rotations. Elle a été survolée le 10 juillet 2017 par Juno, et donc il y a eu des mesures de spectroscopie infrarouge, mesures visibles et micro-ondes qui ont été faites. Alors ça, c'est les images brutes de la caméra visible. Ensuite, on les traite pour augmenter le contraste. Et puis, on va aller regarder, ensuite, interpréter les mouvements qu'on voit dans ces taches et les profils qui sont obtenus en micro-ondes. Alors, je fais une petite parenthèse. Là, il y a eu un résultat publié très récemment qui vient de mesures du télescope spatial. Il semble que la taille en fait, de la tache rouge se réduise de manière assez considérable depuis les années 1980 à peu près. Et si la tendance se continue, elle pourrait disparaître d'ici 35 ans. Ce qui serait assez étrange pour un objet qui est là depuis 300 ans, mais bon, rien n'est éternel. Donc ça, c'est intéressant à suivre. Ça va peut-être saturer, peut-être que ça va regonfler ensuite. Mais pour le moment, on a mesuré des diamètres de taches en degrés qui décroissent. Bon, je ferme la parenthèse. Alors pour aller voir profondément, ce sont les micro-ondes qui vont sonder. Comme je vous disais, en fait, on a une combinaison à la fois de ce qu'on voit, donc des couleurs visibles, du fait que l'infrarouge va sonder un peu plus profond ici, donc il va sonder les premières couches vers à peu près les premières dizaines de kilomètres. Les micro-ondes, en fonction des fréquences où on se place, donc à 1, 3, 5, 11, jusqu'à 50 cm de longueur d'onde, vont aller sonder profondément jusqu'à des pressions donc, de 10 à 100 bars et donc des profondeurs de 150, 200, 300 km. Et comme la température augmente quand on s'enfonce dans la planète, on va voir des couches de plus en plus chaudes. Donc on va voir, quand on voit profondément, par exemple, le NH4SH qui est là, qui est orange, on va voir des couches brillantes ici. Et puis évidemment, les inhomogénéités vont nous donner des informations sur le mélange. Ça, c'est le récepteur en fait, micro-ondes qui est sur l'un des côtés de la sonde Juno. Alors bon, ça c'est un petit film qui schématise qu'à chaque passage, on fait un espèce de sondage, comme par radar en quelque sorte, d'une couche de la planète. Alors un des résultats de ce radiomètre micro-ondes, c'est qu'en fait, on a mesuré donc, par les images qu'on fait à différentes longueurs d'onde de la tache rouge, elle est là, et elle se prolonge, vous voyez, on arrive à suivre sa trace, sa forme et sa trace
dans les diverses longueurs d'onde jusqu'à peu près 300 km de profondeur. Donc ça, voilà, c'est un résultat factuel. Je ne sais pas ce qu'on peut en tirer pour le moment, mais ce n'était pas connu. Et c'est une structure qui fait 1,5 fois la Terre, donc c'est très plat. Hein. Ça fait quand même à peu près plus de 10 000 km de diamètre, enfin 15 000 km de diamètre, et ça fait 300 km de profondeur. Alors, on a aussi mesuré d'autres choses. Par exemple, l'ammoniac a été imagé comme ça dans diverses longueurs d'onde avec la profondeur. En particulier, là, c'est la latitude. Donc, la planète est dépliée et puis la bande est mise verticalement avec l'équateur qui est vertical ici. Hein. Donc, ça, ce sont les bandes d'ammoniac blanches qu'on voit à l'équateur, ici les plus brillantes. Et ce qu'on voit, cet ammoniac ici, il est en orange. Et avec la structure, les observations de micro-ondes, on a pu voir que cette couche d'ammoniac se prolongeait et se diluait ensuite, se répartissait aux autres latitudes à une profondeur inférieure à environ 150 à 200 km environ. Et donc on a l'impression qu'il y a un cycle de l'ammoniac qui va circuler à l'intérieur et on va voir ensuite des inhomogénéités ici à la surface. Et cette circulation, cette convection profonde, c'est la première fois qu'on la mesure jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 300 km. Alors on a vu aussi qu'à la fois, on le savait déjà à 2 dimensions sur la surface, mais à la fois en profondeur, la composition est très inhomogène. Et donc ça veut dire que quand on fait une mesure en un point donné, cette mesure n'est pas représentative de la concentration de ce constituant sur toute la planète. Ça a donc remis en cause, encore une fois, les mesures d'eau qui avaient été effectuées par la sonde de Galiléo. Alors une des surprises, ça a été... Alors on avait observé des éclairs d'orage, quelques-uns, pas beaucoup, par les fly-by de voyageurs, les survols. Donc les survols étaient très courts, ils duraient quelques jours, on arrivait de loin, on passait près, on repartait loin. Et puis Cassini était trop loin, lui, il est resté beaucoup trop loin de Jupiter pour les voir. Et ces éclairs avaient été vus dans des images optiques et essentiellement dans des zones équatoriales ou de moyenne latitude. Là, ce que Juno a vu de manière répétitive et très constante, c'est que les éclairs sont concentrés près du pôle Nord et près du pôle Sud. Voilà ici le voisinage du pôle Nord, le voisinage du pôle Sud. Les cercles bleus sont les éclairs et leur diamètre, c'est la puissance de l'éclair. Ils ont été vus par l'instrument micro-ondes. Donc c'est un éclair, c'est un courant très intense qui va se comporter très brièvement comme une antenne émettrice qui va émettre des ondes, en particulier des ondes radio. Il émet aussi de la lumière visible, etc. Mais il émet des ondes. Et donc ces ondes radio dans la gamme des micro-ondes sont ceux qui ont été détectés par la grande antenne de Juno à chaque passage. Et vous voyez que ça se concentre très clairement vers les hautes latitudes, plutôt au nord et un peu au sud. Ça, c'était les premières mesures publiées dans Nature. Ça, c'est des mesures qui ont été complétées ensuite. Les zones ici sont celles qui n'ont pas été observées encore. Hein. C'est les passages de Juno à chaque fois. Et puis ça, c'est des mesures qui ont été faites avec un autre instrument, l'instrument de mesure des ondes radio basse fréquence et des ondes de plasma. C'est ce qu'on appelle des siffleurs. Et les résultats sont tout à fait cohérents avec ceux des micro-ondes. Et on peut suivre ces émissions le long des lignes de champ magnétique. Elles sont concentrées près des pôles. Alors, qui dit éclair dit convection importante, hein, parce qu'il faut... Des éclairs veut dire une séparation de charge électrique avant qu'il y ait la décharge. Pour avoir une séparation de charge électrique, il faut qu'il y ait des mouvements atmosphériques verticaux en particulier, qui vont faire des condensations, des gouttelettes, de la friction et de l'électrisation. Et donc là aussi, ça pointe probablement vers une présence d'eau, parce que l'eau, comme l'ammoniac, mais l'eau en particulier profonde, est un ingrédient très important pour la génération des éclairs. Et donc la combinaison des mesures de Juno, il n'y a pas encore de mesure directe, mais on commence à soupçonner le fait que l'abondance de l'eau globale, moyenne sur Jupiter, est très supérieure à ce qui a été mesuré par la sonde de Galiléo, et probablement elle est supérieure à l'abondance moyenne solaire, comme le reste des éléments lourds de Jupiter. Et donc ça milite pour une formation de Jupiter qui soit vraiment dans les régions froides du système solaire, où tout se condense, y compris les composés hydrogénés, en même temps. Alors la dynamo maintenant, et le champ magnétique. Donc, comme je vous disais, la structure interne, hein, donc hydrogène gazeux dans une mince couche extérieure, liquide, donc moléculaire en dessous, et puis ensuite, sur 80 à 90% du rayon, l'hydrogène à l'état métallique, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sous forme d'atomes et de molécules, eh bien, il va être cassé, et les protons et les électrons vont être dans un bain indifférencié. Et ce bain est conducteur de courant, et la conduction de ce courant va générer ensuite, dans l'axe, par les équations de Maxwell, en fait, les lois de la physique, va générer un champ magnétique qui est donc, comparé à celui de la Terre, qui ressemble à celui d'un barreau aimanté nord-sud, avec le sens opposé, comme je vous disais. Voilà la carte du champ magnétique moyen à la surface de la Terre, à la surface de Jupiter. Donc on voit que ce n'est pas un dipôle pur, aligné. Vous verriez ici des bandes horizontales qui iraient régulièrement de rouge vers le bleu en passant par les couleurs moyennes. Donc on voit que le dipôle est incliné et qu'en plus il y a des irrégularités à la surface. Alors,
Ça, c'est ce qu'on voit à la surface de la planète. Mais en fait, la région dynamo est 10 à 20% plus profonde que ça. Sur Terre, on a tellement de magnétomètres répartis un peu partout que le champ magnétique est étudié avec une très très grande précision, et donc on peut extrapoler et remonter à ce champ magnétique plus près de la région dynamo. Voilà la carte du champ magnétique terrestre au sommet de la région dynamo, donc qui est, bon, je ne sais pas à quelle profondeur, mais assez profondément enfoui dans le cœur terrestre. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on voit ici. Et ensuite, les petites variations sont filtrées par les couches superficielles. Alors pour Jupiter, il y a quand même un truc qui est important, c'est que toutes les études de nature électromagnétique qui avaient été faites sur Jupiter, c'est-à-dire les trajectoires des particules, les aurores ultraviolettes, les émissions d'ondes radio, la forme de la magnétosphère, tout, absolument tout, dépend de la topologie du champ magnétique. Or, ce champ magnétique, on le connaissait uniquement à partir des mesures faites. On ne peut pas le mesurer à distance. Un champ magnétique, il faut emmener un magnétomètre près de l'objet. Donc, c'était les magnétomètres transportés par les sondes Pioneer, Voyageur. Bon, Cassini était beaucoup trop loin, donc il n'avait aucune contrainte. Donc, en fait, on a mesuré le champ magnétique sur quelques courbes autour de l'objet. Et avec quelques courbes, on peut faire des modèles compatibles avec ces courbes, mais ces modèles ont de grosses incertitudes. Et donc, toutes les études qu'on avait faites sur la magnétosphère de Jupiter étaient entachées de grosses incertitudes dues à la topologie du champ magnétique. Juno va nous fournir un champ magnétique, entre guillemets, parfait. Aux erreurs de mesure près, on a une couverture presque complète de la sphère autour de Jupiter, et donc on a un champ magnétique parfait. Ce champ magnétique parfait veut dire que les 30 000 articles scientifiques qu'on a rédigés, on doit les réécrire avec le nouveau champ magnétique, puisqu'on va changer les résultats et les rendre plus précis. Donc on peut s'y mettre tout de suite. Donc ça, c'est la répartition de la couverture à la surface dépliée de Jupiter, et vous voyez que c'est couvert vraiment de manière parfaitement homogène. Alors, les surprises, c'est qu'à chaque passage, on s'est aperçu que les mesures qui sont en noir ici, donc ça c'est schématiquement le périjove, les mesures magnétiques en noir étaient assez différentes des meilleurs modèles disponibles à l'époque, qui sont en bleu ici. Vous voyez que quand on est loin, ça va, et c'est normal, le champ magnétique avait été mesuré loin. Donc les modèles avaient été faits pour coller loin. Quand on était près, ce n'est pas ça du tout. Et à chaque passage, c'est vrai. Donc en cumulant toutes ces données, alors pour le moment, c'est assez long d'intégrer les données du champ magnétique, donc pour le moment, il y a eu les données des 9 premiers périjoves qui ont été agrégés pour faire un modèle qui s'est appelé JRM09, Juno Référence Modèle ou Magnetic Field jusqu'au périjove 09, et qui est pour le moment le modèle de référence, donc qui est utilisé par les études. Et évidemment, les gens maintenant accumulent, on est au périjove 24, il va probablement y avoir un modèle, un JRM 20-25 à peu près, et puis à la fin, il y aura un JRM 35, et peut-être plus, comme vous verrez. Donc dans ce modèle JRM, vous avez la carte magnétique qui est ici. Alors cette carte, elle n'est pas à la surface de Jupiter, elle est à la surface de la région dynamo, donc à peu près 80-90% du rayon. C'est ce qui fait le mieux ressortir les contrastes et les zones particulières. Alors vous voyez qu'il y a des taches de champs sortants en rouge, des taches de champs rentrant en bleu, qui ne sont pas symétriques de l'autre côté. Il est très asymétrique, il est très très différent d'un dipôle. Cerise sur le gâteau, en combinant les mesures très précises de Juno près de la planète et les mesures depuis Pioneer, on commence à sembler détecter les variations séculaires, donc comme les variations en fait, géologiques du champ magnétique terrestre. Et donc ça, on n'avait jamais réussi à les détecter, donc on voit bouger le champ magnétique dans le cœur de Jupiter sur une durée maintenant qui s'étale sur presque 40 ans, enfin plus de 40 ans, presque 50 ans, depuis les premières missions spatiales. Alors quand on essaye de schématiser le champ magnétique à la surface et les lignes de champ magnétique qui en sortent, ça donne une assiette de spaghettis qui donne ça, et c'est ça qui guide les particules qui vont donner la topologie des ceintures de radiation et la topologie des aurores autour des pôles magnétiques. Alors parlons-en justement. Quand on est rentré dans la magnétosphère, vous voyez que quand la sonde, alors la sonde en fait elle rentre et elle sort quasiment à chaque orbite, puisque la sonde va donc au plus près, très près de Jupiter, au plus loin à peu près une centaine de rayons de Jupiter, et la magnétosphère de Jupiter, les frontières varient entre 50 et 100 rayons de Jupiter à peu près. Alors pourquoi elles varient ? Parce que c'est l'équilibre entre la pression du champ magnétique à l'intérieur et puis la pression du vent solaire à l'extérieur. Le champ magnétique il est constant à peu près, le vent solaire il varie. Donc la magnétosphère elle gonfle et elle dégonfle. Et donc tantôt la sonde sort, tantôt elle ne sort pas. Et on a deux frontières, la magnétopause, la limite du champ magnétique de Jupiter, et puis l'onde de choc qui la précède dans le vent solaire qui arrive de la gauche. Et alors dans les données des ondes de plasma, vous avez la fréquence, vous avez le temps, et vous avez les ondes qui sont représentées ici, des ondes à la densité du plasma local. On a une brutale rupture qui représente la traversée de ce choc, et ensuite on a plusieurs ruptures qui représentent plusieurs traversées de magnétopause. Pourquoi ? Parce que pendant que la sonde se déplace, la magnétopause gonfle et dégonfle, et donc on peut rentrer et sortir plusieurs fois
en se déplaçant toujours dans la même direction. Ici, vous avez le même phénomène qui est observé, mais dans les mesures de particules. En fait, c'est l'instrument JAD qui mesure le plasma de basse énergie. Là, on est dans le vent solaire, on mesure une raie qui est à la densité du vent solaire, puis on franchit le choc, le plasma est beaucoup plus chauffé, beaucoup plus turbulent, et puis on rentre dans la magnétosphère qui est quasiment vide. Et donc là, on peut voir vraiment la magnétosphère dans les mesures de particules. Alors, je n'ai pas le temps, parce que c'est long, donc pour ceux qui voudront rester après, je pourrais vous faire écouter des transcriptions sonores de ça, mais je vais passer. Bon, voilà le début, c'est la chose. On attend le choc et puis je passe à la suite. C'est symbolique. Il n'y a pas de son, hein, bien sûr, près de Jupiter. Ce sont des transcriptions de ces ondes un peu particulières sous forme sonore. Alors, en passant près de Jupiter à chaque survol, eh bien, on a pu mesurer le bas des ceintures de radiation. Et en fait, une bonne surprise, les mesures sont en vert et en bleu, ici. Et puis, en violet, vous avez la prédiction du modèle NASA qui a été utilisé pour faire la Juno. Vous voyez qu'on est presque un facteur 10 en dessous, pas tout à fait, un facteur 4 à 5. Ça, c'est une bonne surprise. Ça veut dire un vieillissement par les radiations moins fort, et puis ça donne des nouvelles informations sur ces ceintures. Et puis, une surprise intéressante, c'était qu'on a découvert ici, dans ces mesures de particules. Alors, je ne vous explique pas les mesures brutes, parce que c'est toujours des diagrammes un peu cryptiques. Hein, on a le temps ou la position radiale, et puis l'énergie des particules. Bref, ça, c'est ça. On a mesuré des toutes petites ceintures de particules collées à Jupiter, en fait, et qui sont là, où les particules donc, font des petites oscillations. Vous voyez, le champ magnétique, il fait ça ici, mais quand on est près, il fait ça, et puis là, il fait juste des petites boucles près de Jupiter. Et on a des particules. Alors, ces particules ne resteraient pas très longtemps alimentées ici. On a déterminé qu'elles étaient alimentées à partir de ce qu'on appelle les ENA, les atomes neutres énergétiques. Alors, c'est compliqué. On a des particules chargées énergétiques qui, par échange de charges, deviennent des particules neutres, et puis en cognant dans la très haute atmosphère, peuvent redevenir chargées, et puis là, elles vont se retrouver piégées près de la planète dans des boucles magnétiques. Et ça forme des ceintures qu'on mesure là. On avait mesuré un peu la même chose sur Saturne avec Cassini, à l'intérieur des anneaux, très près de l'équateur de la planète. Alors ensuite, bien sûr, les aurores polaires. Alors là, vous avez les aurores principales de Jupiter, dues à la rotation de la planète, de son champ magnétique, et là, l'aurore qui est connectée de l'autre côté avec le satellite Io. Et si vous regardez bien, ce point brillant n'est pas tout seul, il y a d'autres points brillants, alors on ne les voit pas sur toutes les images, il y a des points brillants qui correspondent aussi à Europe et à Ganymède, ici. Là, vous avez une vue polaire ici. Alors ça, c'était pris par le télescope spatial Hubble, donc on voit Jupiter depuis l'équateur, et puis on fait des projections polaires. Et puis Juno, lui, a été les voir. Alors l'avantage de Juno, c'est que Juno, lui, est passé directement au-dessus de ces aurores. Donc il a coupé les lignes de champ magnétique qui aboutissent dans ces aurores, il a pu mesurer les particules qui vont directement précipiter, les ondes radio produites là, donc c'est vraiment la fête quoi, pour les gens qui s'intéressent aux magnétosphères. Alors voilà les aurores vues du nord au sud. Lors d'un survol de Juno, on est passé de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Et voilà, alors vous avez Io et sa queue absolument incroyable, et les détails sur les aurores pris ici. Et vous avez ici des images en infrarouge, avec le spectromètre infrarouge, où on voit un luxe de détails incroyable. Alors, tout n'est pas compris, largement pas, là-dedans. Et puis là, une image en ultraviolet du pôle sud, donc de Jupiter, avec toujours Io et sa traînée qui est ici. Alors là, on pourrait rentrer dans les explications techniques, mais c'est ce que j'aime bien, c'est ma spécialité, à la fois. Hein. Enfin, pas les explications techniques, ce sujet-là, je veux dire, les aurores et les émissions radio. Juste un mot, les aurores de Jupiter ressemblent énormément aux aurores de la Terre. Quand vous voyez la Terre depuis l'espace, vous voyez aussi un ovale. Eh bien, elles sont complètement différentes, en fait. Les aurores de la Terre sont produites par l'interaction du champ magnétique de la Terre avec le vent solaire. Les aurores de Jupiter sont produites par l'interaction des hautes couches de l'atmosphère de Jupiter et de son champ magnétique avec le plasma qui est produit par Io dans sa magnétosphère. Donc c'est un phénomène purement interne. Le vent solaire, il fixe les frontières loin, loin, mais il est pour rien dans les aurores. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est que sur Terre, on voit des aurores très brillantes qui sont dues à des faisceaux d'électrons avec une énergie bien particulière, puis des aurores très diffuses qui sont dues à des électrons qui ont des énergies très variées et plus faibles. Et bien sur Jupiter, alors on s'attendait bien sûr sur Jupiter à ce que les aurores super brillantes, bien qu'elles soient produites par la rotation différemment de la Terre, qu'elles soient produites là aussi par des faisceaux d'électrons, d'autant plus qu'on voyait ces faisceaux. C'est des choses comme ça, qui ressemblent à ces petits aiguilles là dans les mesures de particules énergétiques. Et bien on s'est aperçu qu'au-dessus des aurores, on voyait certes ces faisceaux-là, mais en fait, ce qui contenait le plus d'énergie, c'était les distributions d'énergie très très larges, comme celles qui produisent les aurores diffuses sur Terre, et qui sont très faibles, et sur Jupiter, elles sont dominantes. Et ça, on ne comprend pas du tout. Donc c'est ce qui explique, c'est ce que je tente d'expliquer dans ce texte.
On comprend. Ça se termine par un point d'interrogation, hein, parce qu'on ne comprend pas d'où ça vient. En tout cas, on mesure des particules qui ont plus de 400 kV, donc plus de 400 000 volts de différence de potentiel au-dessus des aurores, hein, qui vont accélérer ces particules, et c'est 10 fois plus que la Terre, et on voit des faisceaux qui descendent et des faisceaux qui remontent aussi, donc après un rebond magnétique ou accéléré directement vers le haut. Alors bon, on voit des courants, je vais passer là-dessus, et on voit, en allant zoomer dans le sillage de Yo, on voit que ce sillage, il n'est pas du tout aussi continu qu'il apparaît. Il y a une espèce de sillage ondulé, comme de perles enfilées. Des fois, il se sépare en deux. Et le meilleur bilan qu'on peut faire pour le moment, c'est celui-là. Hein, on n'a pas tout compris. C'est vraiment, vraiment compliqué, mais c'est vraiment riche. Alors moi, mon sujet, vraiment, celui que j'aime vraiment, c'est les émissions radio. Ces aurores, au-dessus, le long des lignes de champ magnétique, produisent plein d'émissions radio. Donc toutes ces petites sources qui vont là partout dans la magnétosphère. Et on n'en fait pas d'image, celles-là. On les observe en temps et en fréquence, comme ce que vous avez vu quand on rentre dans la magnétosphère, converti en son. Donc ce sont toutes ces structures extrêmement compliquées. Juno permet en particulier de bien étudier celles-là, donc qui ont des formes particulières. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste vous montrer, parce que je suis quand même un peu fier qu'on a obtenu quelques résultats. Voilà un survol de Juno. Et voilà au cours du survol, pendant quelques jours, donc assez longtemps avant, assez longtemps après, la morphologie des ondes radio qu'on observe en temps et en fréquence. Et alors, on a, avec la compréhension des mécanismes qu'on avait accumulés depuis les observations au sol, Voyageur, Ulysse, Cassini, on avait bâti à Meudon, au Lésia, dans mon labo, un modèle qu'on a appelé Express. Ce n'est pas parce que c'est un modèle rapide, ça veut dire Exoplanetary and Planetary Radio Emission Simulator. Donc c'est un modèle physique qui va prédire ce que doivent être les émissions dans le plan temps-fréquence en fonction de ce qu'on sait des sources. Ça, c'est la prédiction. Je vous assure que quand on a vu ça, la première fois, moi j'ai la mâchoire qui s'est décrochée tellement ça collait bien. Alors ça ne colle pas dans les moindres détails, mais ça colle quand même à un degré de précision incroyable. Et ça, on sait que toutes ces émissions et toutes ces arches ici sont strictement produites par Yo dans l'hémisphère sud. Et si je fais un zoom, par exemple, voilà, ça c'est observé, ça c'est modélisé. Donc il y a de quoi dire. Hein. On a même pu déterminer en fait, le diagramme d'émission et s'apercevoir qu'il était un peu plus écrasé dans un sens que dans l'autre. Enfin, des trucs assez incroyables. Bon, ça, c'est ce qu'on observe quand on a un passage très proche, nord et sud, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, ça, c'est un truc assez rigolo. Ce n'est pas encore publié, donc il faudra couper sur le film dont je présente. Personne ne le volera. Ça, c'est des simulations temps-fréquence qu'on a faites lors de la préparation de Juno en 2006. On n'avait jamais vu, jamais de jamais, sur des observations, des émissions qui faisaient des ovales complets. On a toujours vu des arcs comme ça. Et bien on a prédit que, vu de sa trajectoire, si on comprenait bien les émissions, on devrait observer des machins qui ressemblent à ça. Voilà. Et puis on a observé ça. Et les fréquences collent presque. Voilà. Et puis, bon, après, on a combiné des données avec des observations terrestres. Alors, un dernier truc sur les émissions radio, c'est que Juno est vraiment passé à certains moments dans les sources radio, ici et là. Et on le sait parce que la ligne noire, c'est la fréquence qui est liée au champ magnétique local. Les émissions radio sont là, on sait depuis des émissions observées près de la Terre, que quand les émissions radio viennent toucher la fréquence du champ magnétique local, comme ici par exemple, ou comme ici, eh bien on est dans la source radio. Et donc quand on est dans la source, on a pu utiliser les mesures faites par les instruments qui mesurent les particules en tirant avantage de la rotation de la sonde. Alors je ne vais pas essayer de vous décrire, vous allez me croire sur parole. Ces particules pointent en fait laquelle des sources d'énergie dans les particules va produire les ondes radio. On avait le choix entre plusieurs. On avait la possibilité de faisceaux, on avait la possibilité de choses qu'on appelle des cônes de perte, enfin des trucs un peu bizarres, et on a pu identifier laquelle c'était en fait là-dedans. Donc ça c'était assez sympa. Et on a pu aussi comparer les aurores observées en radio, en UV, et en ultraviolet, et ça colle très bien. Alors je passe les transcriptions audio, on n'a pas le temps. Alors voilà, j'ai fini. Je voulais juste mentionner que, alors quand je dis j'ai fini, c'est qu'il me reste que 20 diapos, mais bon, c'est très rapide. Je voulais juste mentionner en fait que Juno, ce n'est pas que la sonde, il y a eu une grande collaboration de télescopes au sol et en orbite terrestre, donc Gemini qui est au sol, le télescope spatial qui est en orbite terrestre, des instruments radio qui observent au sol, à Nancy en Sologne, aux États-Unis, au Nouveau-Mexique. Il y a d'ailleurs une collaboration mondiale d'observateurs radio qui s'appelle le Juno Ground Radio, qui est coordonnée par un de mes collègues au Lésia, qui fédère en fait des professionnels et des amateurs en fait à travers le monde qui observent. C'est facile d'observer Jupiter en ondes décamétriques en radio. Il y a alors le site Juno, son PI est très branché vulgarisation, diffusion des connaissances. C'est un pote en plus de Vangelis, le musicien, ce qui fait que toutes les vidéos de Juno sont sonorisées par Vangelis.
Et donc, en fait, il a vraiment mis plein d'efforts sur la participation du public. Et donc, on peut télécharger les données de la caméra de Juno, n'importe qui. On peut travailler les contrastes. On peut commenter, en fait, donc, avec les connaissances qu'on a, même factuelles, descriptives, ce qu'on voit sur les images, renvoyer les résultats au projet. Et puis, il y a aussi des citoyens qui font de l'art avec ça, de la citizen science, donc, comme on dit en anglais. Alors, voilà une galerie. Là, il y a des gens qui voient, par exemple, une barque avec des voiles et puis des roues, je ne sais pas quoi. Enfin bon, on peut rêver là-dedans. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a 2 ans et demi, la sonde Cassini a fini son voyage de 13 ans autour de Saturne en faisant des orbites à haute latitude autour de Saturne et en plongeant dans la planète. Et finalement, Cassini, c'était un petit Juno autour de Saturne, et on ne se prive pas de comparer ce qu'on mesure sur les 2 planètes, bien sûr, l'une avec l'autre. Alors la suite, ça marche tellement bien, et la dose de radiation étant moindre que de ce qu'on attendait, que en fait, la mission... Alors, initialement, avec des orbites de 14 jours, la mission aurait dû durer 18 mois. En fait, elle devrait durer maintenant... Aujourd'hui, elle doit durer 5 ans, jusque le 30 juillet 2021. Où elle aura pris 25 000 doses de radiation, 25 kilorad en fait, de radiation. Et en fait, là, le projet est en train de négocier avec la NASA pour avoir 5 ans d'extension jusqu'en 2026. Et on pense que la plupart des instruments pourront survivre jusque-là. Et ça permettrait d'avoir des survols rapprochés et distants de 3 des satellites galiléens, Ganymède, Io et Europe. Et ça, ce serait vraiment super. Alors à la fin de la mission, évidemment, comme on ne veut pas laisser une sonde, c'est comme pour Cassini, on ne veut pas laisser une sonde incontrôlée en orbite parce qu'elle pourrait accidentellement s'écraser sur un satellite glacé et donc polluer sa surface pour de futures mesures. Donc elle se dissoudra dans l'atmosphère de Jupiter, mais peut-être en 2026 maintenant. Ça devait être en 2021, ce sera peut-être en 2026. Et évidemment, l'ESA, de son côté, prépare une mission qui s'appelle JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer, qui va être lancée et puis arriver dans les années 2030, donc ça va être lancé bientôt, c'est en préparation, et elle va vraiment se concentrer sur les satellites galiléens, en particulier Ganymède, puisque JUICE va se mettre en orbite autour de Ganymède à la fin. Alors il y a plein de participants, c'est l'ESA, donc c'est plein de participants français là-dedans. Jupiter nous apprend plein de choses sur les exoplanètes, mais je n'ai pas le temps. Voilà les partenaires. Le CNES a été un partenaire relativement minoritaire à une petite partie de l'un des instruments de mesure des particules de basse énergie. Vous pouvez aller chercher plus d'informations sur ces sites. Et pendant les questions, je laisse tourner des vidéos. Merci. Merci, bravo. Bon, je n'ai pas beaucoup débordé. Ah non, c'est parfait, tu aurais pu continuer, tu n'aurais jamais arrêté. Et je pense que ça doit susciter de nombreuses questions dans la salle. Auxquelles je ne pourrai pas toujours répondre, je vous préviens tout de suite. Je répondrai, j'essaierai. Oui, voilà. Voilà. Des questions? Des commentaires? D'autres applaudissements? Merci pour cet exposé. Ma question concerne les éclairs, et j'ai 2 questions. Donc les éclairs, vous avez dit qu'ils sont plus présents au pôle qu'à l'équateur. Est-ce qu'il y a un biais parce que la sonde elle passe à l'équateur plus proche et plus vite, donc on a peut-être moins de données ou moins de... Déjà elle passe plus vite et puis on passe moins de temps dessus, enfin proche de l'équateur. Et ensuite, est-ce qu'il y a un lien par exemple avec les vitesses de vent qui est plus fort à l'équateur qu'au pôle, ou avec le champ magnétique, si vous savez? Alors, le biais, vous avez certainement raison. De pôle à pôle, en gros, on passe 2 heures, mais on passe moins de temps à l'équateur. Et vous le voyez vous-même dans les images que j'avais montrées, hein, on a des bandes étroites qui sont couvertes lors des passages. Et on voit bien les zones qui n'ont pas été couvertes par les passages successifs, alors qu'au-dessus des pôles, on voit l'ensemble du pôle. Bon. Donc c'est clair qu'intégrés sur le temps, les pôles sont couverts plus. Je pense, il faudrait relire l'article, hein, je pense que le biais est pris en compte dans la conclusion. Il y a plus de... Je pense, parce que sinon ce serait effectivement stupide. Donc vous avez parfaitement raison. La deuxième question, c'était... Ah oui, sur les... Alors, je ne suis pas atmosphériste, hein, et la physique des éclairs est compliquée même sur Terre. Mais il y a quand même une chose probablement vraie, qui est suggérée dans ce que vous dites. Les éclairs, on est presque sûr que c'est lié à la convection verticale. Donc les mouvements dans l'atmosphère du haut vers le bas. Or, la convection verticale est toujours en concurrence avec la convection horizontale. Plus la convection horizontale est forte, et plus elle a tendance à inhiber la convection verticale, et donc ça pourrait expliquer effectivement.
Mais bon, dans ce cas-là, vous voyez, sur Terre, par exemple, c'est très différent. Sur Terre, la plupart des éclairs sont à l'équateur. Mais il y a aussi les continents, donc les variations de relief qui vont perturber le mouvement des masses d'air. Donc, je ne sais pas encore comment ça se compare, mais ça pourrait être lié. On pourrait faire un rapprochement avec une remarque, c'est qu'il y a une planète sur laquelle il y a une très grosse atmosphère, et pourtant les éclairs sont extrêmement débattus. Il y a la moitié des gens qui ont observé qui disent qu'il y a des éclairs, l'autre moitié qui disent qu'il n'y en a pas, c'est Vénus. Je suis pour ma part persuadé qu'il n'y en a pas. On l'a mesuré avec Cassini. Et s'il n'y en avait pas, ça pourrait vraiment être dû à la superrotation extrêmement forte de l'atmosphère de Vénus, en fait. Mais bon, là, ce n'est vraiment pas des réponses de spécialistes. Moi, j'ai une petite question. Tu as dit tout à l'heure que probablement il y a plus d'eau que ce que Galiléo avait prévu, et donc ça dit des choses sur l'origine. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que elle a migré? Alors en fait, non, justement elle n'a pas besoin de migrer s'il y a suffisamment d'eau. Là aussi, hein, et je prie de m'excuser, je ne suis pas spécialiste de ces questions de la structure interne, mais les mesures de Galiléo montraient pour la plupart des éléments lourds une abondance qui était quelquefois l'abondance solaire. Et la mesure pour l'abondance de l'eau était très en dessous. Donc il fallait expliquer ce que les gens appelaient une formation riche en carbone. Donc peut-être une formation dans des régions plus internes où on n'accrétait pas l'eau, et puis ensuite on n'accrétait que tardivement en fait l'eau là-dedans. Bon, là ici, il semble, ce ne sont pas des mesures directes, mais les mesures indirectes remontent la valeur de l'eau, et peut-être qu'elle devient équivalente à celle des eaux, auquel cas on aurait une distribution homogène par rapport à la distribution solaire, et donc une formation dans la nébuleuse, là où tout ce condense en même temps, composé glace et composé rocheux et métallique. Bon, c'est OK. Hein. On va demander à des spécialistes. Hein. Alors pour cette question, Tristan Guillot, par exemple, à Nice. Vous lui envoyez un mail. Oui, votre topo est époustouflant. Mais enfin, j'aimerais savoir, en profil de densité, c'est d'hydrogène et de l'hélium. On a l'impression, nous, vu sur Terre, que c'est du gaz. Oui. Alors quand on descend là-dedans, il a quelle nature? Vous avez dit que les molécules étaient condensées, mais on peut s'imaginer comment? Comme un liquide? Eh bien, oui, exactement. Vous savez que quand on a un gaz suffisamment dense sur Terre, ou dense et froid, on peut avoir une vapeur qu'on va appeler saturante, dans laquelle des gouttelettes vont se former. Donc on passe de manière continue, en fait, d'une phase gazeuse à une phase liquide. Bon, eh bien, sur Jupiter, ça va se faire naturellement avec le profil de pression et de température, et donc là, la pression notamment. Et on va passer d'une phase gazeuse à l'extérieur à une phase liquide, puis à une phase métallique. Et ça se produit de manière continue. On ne pense pas qu'il y a de frontières brutales en fait, entre les différentes phases. Donc vous descendez sur Jupiter, vous êtes dans le gaz, et puis à un moment donné, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes dans l'eau. Moi, j'ai vécu ça une fois en vacances en Crète, sur une plage. Il faisait 48 degrés à l'extérieur. On passait de la plage à l'eau en sentant uniquement la différence de densité. On ne sentait pas la différence de température, là, en l'occurrence. Donc là, on va sentir une différence complètement graduelle, en fait, et on va passer de gazeux à liquide. Ouais. Oui, justement. Et les pressions? Eh ben, les profils de température, alors vous les avez. Alors, je vais vous les remontrer. Je ne les connais pas par cœur. Alors à l'extérieur, si, on sait que les couches externes, c'est à peu près 130-150 Kelvin. Donc moins 150 degrés, c'est très froid. Mais par contre, ça va monter quand on descend. Et les profils de température, ils sont au début, voilà ici. Non, c'est pas là, c'est là, voilà ici. Donc les profils de température, vous voyez, ils sont là. Ça va monter. Donc ici, quand on est dans la partie principale vers 1 bar, on est à 100-150 Kelvin. Hein. Donc je vous rappelle les Kelvin, hein, 0 degré Celsius, c'est 273,13 Kelvin. Et puis ensuite, on va se réchauffer pour monter à des températures donc, de 0 degré Celsius par ici, à 100 km de profondeur. Et on continue à monter jusqu'à 400-500 degrés et plus vers l'intérieur. Et ça continue à monter. Et d'ailleurs, ah oui, alors il y a un truc qui est rigolo. Quand on parle de la structure interne, je ne sais plus où c'est, que j'ai montré ça. Je sais carrément plus. J'ai sauté ce truc-là. Attendez, j'arrive tout de suite. Mais préparez vos questions. Hein. Parce que moi, je ne pars pas avant 30 questions. J'avais prévenu Daniel. Voilà. Ici, vous avez des profils de température qui sont là aussi. Vous voyez, 125 Kelvin à l'extérieur. Et puis, on descend à 10% de à 2000, 5000 Kelvin, 20 000 vers l'intérieur. Donc, ça devient très, très, très chaud. Okay, et puis, vous avez les pressions qui sont là. Alors, on commence bien sûr au-dessous d'un bar. Puis, on passe à 1 bar. Et puis, on passe rapidement à 2 millions de bars, puis 100 millions de bars. Et c'est quoi en fait des pressions de mégabars? Alors j'ai une collègue américaine qui aime bien vulgariser,
qui a donné une image assez marrante. C'est 1000 éléphants sur une chaussure à talons aiguilles. Vous voyez ? C'est beaucoup. Et si je peux me permettre. Bonsoir, merci déjà pour cet exposé. Je vous en prie. J'avais cru lire qu'il y avait dans ce maillage parfait un des mouvements orbitales qui où on n'avait pas pu prendre de mesures. On s'était mis le satellite s'était mis en safe mode. Et je voulais savoir si vous aviez extrapolé les données ou alors si vous aviez refait ce mouvement. Non, en fait, alors oui, alors, ça c'est une péripétie vraiment. Juno, près de Jupiter, ça a commencé vraiment très dur parce que donc Périgove 0, donc la mise en orbite, le problème du moteur principal, donc il a fallu discuter et tout. Pendant que les gens étaient en train de discuter, 53 jours après Périgove 1, bon, ça s'est à peu près bien passé, les données. Périgove 2, juste avant d'arriver près de Jupiter, la sonde s'est mise en ce qu'on appelle le safe mode, c'est-à-dire mode de sécurité. Il y a eu en fait ce qui a été diagnostiqué comme une sorte de court-circuit avec le spectroimageur infrarouge. Et donc la sonde, par sécurité, tout s'est coupé. Et donc le deuxième passage, il n'y a pas eu de mesure. Et alors là, je peux vous dire qu'au bout de la deuxième orbite, les réunions scientifiques Juno, c'était genre, bon, alors à la troisième, il ne faut pas se rater, quoi, parce que, évidemment, il y a NASA derrière. Bon. Alors, non, en fait, le trou n'est pas gênant, parce que d'abord, le maillage va devenir progressivement de plus en plus serré. Puis de toute façon, regardez le champ magnétique précédent, les modèles qu'on avait fait avant, on les avait fait à partir de 2 ou 3 trajectoires. En fait, on n'a pas besoin de la régularité, on a besoin d'une couverture avec une bonne densité. Si on a un trou, on va peut-être avoir un modèle légèrement moins imprécis là. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si la mission est prolongée de 5 ans, jusqu'en 2026, on ira jusqu'au Périgove 77. Donc là, pas de problème, quoi. Donc non, c'est un problème mineur, en fait. C'est-à-dire qu'on repasse au même endroit. On repasse probablement par des endroits et à proximité, puisque 77, statistiquement, ça veut dire que tu passes tous les 4 degrés et demi, quoi. Donc vraiment, ça devient très très fin, le maillage. Voilà, vous êtes rassurés ? Oui, j'essaye de savoir si d'autres. Merci. Oui, j'avais une autre question. Vous avez dit quelque chose qui, pour moi, est absolument étonnant. C'est la modification de la tache rouge, alors qu'elle était stable. Oui. Et alors là, vous voyez, on voit une réduction. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi, d'abord? Est-ce que ça date de quelques années ou bien qu'est-ce qui se passe là-dedans? Les mesures, alors vraiment, hein, en préparant l'exposé, je suis tombé sur cet article donc, qui était cité par des sources parce qu'il a été repris par Juno. Donc c'est des mesures du télescope spatial et je ne peux que vous montrer le diagramme. En fait, je ne peux rien vous dire de plus que ce qu'il y a sur la figure, mais que je trouvais suffisamment époustouflante pour vous la montrer, quoi. C'est voilà, la figure, elle dit tout, enfin tout ce que je peux vous dire moi. Hein, voilà, elle est là. La figure, vous avez, pardon, excusez-moi. Voilà, la figure, vous avez ici les dates. Donc on est en 1980, 90, 2000, 2010. On arrive vers là. Donc je ne sais pas s'il y a des mesures très récentes. Vous avez le diamètre en gros ou quoi, c'est la longueur en degrés de la grande tache rouge. Vous avez des mesures prises par Voyager, par Hubble, par Galileo, et voilà. Donc on passe de 20, 21 à 14. Oui, parce qu'on pourrait penser que c'est l'énergie qui est perdue, mais c'est très brutal, quoi. C'est ça surtout. En 30 ans. En 30 ans. Je ne peux rien dire de plus. Accessible à l'amateur équipé raisonnablement, oui. Avec le changement de couleur également. Bon. Tout passe, tout lasse, hein, sauf les glaces. Mais c'était une pub de quand j'étais jeune. Il faut bien que ça s'arrête un jour, mais je ne sais pas. Effectivement, ce serait vraiment extraordinaire que ça arrive là, à notre époque. Bien, je ne sais pas si la discussion va s'arrêter ou si vous avez encore une autre question. Sinon, je remercie encore Philippe pour cette époustouflante démonstration d'image et d'animation. Et bonne chance pour la continuation de la mission, hein, et la préparation de l'autre, si j'ai bien compris. Voilà, au revoir.